Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je donne la parole à votre animatrice, Jessica Fournier, responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Jessica Fournier, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Jessica Fournier, je vais animer ce webinaire, le troisième dans la nouvelle série de discussions de la FCASS, Soins et soutien communautaire liés à la démence, des innovations pour un soutien de proximité aux personnes vivant avec la démence et aux partenaires de soins. Nous sommes heureux de fournir un service d'interprétation simultanée en français. Si vous voulez voir et entendre la présentation en français et que vous n'avez pas encore été transféré, dites-le nous dans la boîte de dialogue. Une fois que vous aurez été transféré, vous devrez éteindre les haut-parleurs de votre ordinateur et composer le numéro figurant sur l'écran. Nous vous invitons à partager vos questions et vos commentaires en tout temps dans notre boîte de dialogue en anglais ou en français. Nous nous réservons à la période de questions pour la discussion orale des commentaires et questions à la fin du webinaire, mais nous vous encourageons à commenter et à répondre aux questions au fur et à mesure du webinaire. Nous allons également résumer les questions et commentaires dans la boîte de dialogue après le webinaire et les traduire dans les deux langues officielles pour les partager dans le cadre d'un sommaire après le webinaire. Le courriel que vous recevrez après le webinaire comportera également les liens vers l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à la question initiale. Nous avons aujourd'hui des représentants de tout le Canada, des autorités régionales de santé, des universités, des sociétés d'Alzheimer, des centres de recherche, de Venture Advocacy Canada, des ministères, l'Agence canadienne pour les médicaments et technologies en santé, l'ICRS, Santé Canada, la SPC, des organismes de soutien communautaire, des organismes de soutien aux personnes vivant avec la démence, des RPA et foyers de soins de longue durée, AgeWell, le Réseau canadien des personnes fragiles, l'Association médicale canadienne, le Collège royal des médecins de famille et des ministères de la Santé partout au Canada. Avant de commencer, je voudrais signaler que nous nous réunissons sur un territoire qui a été habité par les peuples autochtones dès le début. J'anime ce webinaire depuis Perth, Ontario, qui est le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Huron-Wendat et Haudenosaunee, les Iroquois du Saint-Laurent. Ce territoire est couvert par les traités du Haut-Canada. Je vous encourage à partager dans la boîte de dialogue le territoire depuis lequel vous participez aujourd'hui. L'équipe de la FCASS qui a créé et produit ce webinaire comporte Tania McDonald, Jennifer Major et moi-même, Jessica Fournier. Sinon, Ali produisent le webinaire en coulisses. Les intervenants d'aujourd'hui sont le Dr Linda Lee, le Dr Claire Liddy et la Dr Céleste Fong, ainsi que Jim Laplante, qui va apporter sa perspective d'expert à l'information présentée et aux commentaires et questions que vous saisirez dans la boîte de dialogue. Je vais à présent donner la parole à chacun des intervenants qui se présentera. Je donne la parole à la Dr Linda Lee. Dr Linda Lee, bonjour. Je suis médecin à Kitchener, spécialisé en aînés, titulaire de la chaire de recherche Schlegel en soins primaires aux aînés à l'Institut de recherche sur le vieillissement Schlegel de l'Université de Waterloo. Jessica Fournier, merci. Dr Lee, Dr Liddy. Dr Claire Liddy, je suis médecin de famille à Ottawa. Je suis professeur à l'Université d'Ottawa au département de médecine familiale et je suis cofondatrice et responsable principale des soins du service e-consult de Champlain. Jessica Fournier, très bien. Dr Fong. Bonjour, je m'appelle Céleste Fong, je suis médecin de famille. Je pratique surtout dans les foyers de soins de longue durée. Je suis directrice médicale du St. Patrick's Home, qui est un foyer de soins de longue durée à but non lucratif à 288 lits. J'ai également un rôle au sein du Centre d'excellence de consultation électronique. Jessica Fournier, merci beaucoup. Jim Laplante, à vous. Décrivez-nous votre expertise et votre expérience que vous apportez aujourd'hui. Jim Laplante, bonjour. Je vous parle depuis Ottawa. Ma femme et moi avons été proches aidants de nos parents pendant les 14 années. Les 14 dernières années de leur existence, j'ai été bénévole au Conseil des proches aidants de la région de l'Est de l'Ontario. Pendant 4 ans, j'ai été patient consultant
organisant des conférences provinciales en Ontario sur la transformation du système de santé et j'ai été bénévole actif depuis 4 ans au soutien de la recherche et de la mise en œuvre du service de consultation électronique, ainsi que dans le cadre de 2 programmes collaboratifs sur la fragilité et sur la démence. Jessica Fournier, merci beaucoup à tous nos intervenants d'être présents aujourd'hui. À présent, un survol du webinaire d'aujourd'hui. Nous allons vous présenter la série de webinaires Soins et soutien communautaire liés à la défense de la FCASS. Nous allons présenter les éléments suivants et discuter des innovations, Mint Memory Clinics et services e-consult base, et nous allons animer une discussion sur la diffusion potentielle des normes et innovations qui améliorent les soins et le soutien aux personnes atteintes de démence. Alors, quelques mots sur la FCASS. La FCASS, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de collaborer avec des partenaires afin d'identifier et de diffuser des innovations éprouvées pour proposer des soins de proximité dans le cadre de priorités fédérales, provinciales et territoriales. Notre objectif, une amélioration durable de l'expérience des patients, de la santé, de la vie professionnelle des prestataires de soins de santé, de l'utilisation des ressources. Nous croyons dans le pouvoir collectif du changement, alors donc l'établissement de partenariats avec les autres, là où nous pouvons ajouter de la valeur, ceci au cœur de notre vision. Notre série de discussions sur les soins et soutiens communautaires liés à la démence va nous permettre d'élargir la sensibilisation et d'évoquer des innovations en vue de procurer un diagnostic rapide, approprié, empreint de compassion de la démence en soins de santé primaire et la coordination des soins de soutien et une meilleure navigation du système après le diagnostic. Vous trouverez davantage d'informations sur les sujets et les dates de webinaire sur le site web de la FCASS. Si vous connaissez une innovation visant un diagnostic rapide et empreint de compassion de la démence en soins de santé primaire ou la coordination des soins de soutien et une meilleure navigation du système après le diagnostic et que cette innovation pourrait être diffusée partout au Canada et adoptée aux méthodes de prestation de soins de santé mises en place en raison de la COVID-19, veuillez nous en faire part par courriel. Vous pouvez également partager le lien d'inscription sur votre site web ou sur les médias sociaux. Pour votre considération, aujourd'hui et pendant la série, nous vous demanderions de réfléchir aux questions suivantes. Quelles autres innovations à fort potentiel existent-ils et pourraient être diffusées partout au Canada, y compris dans le contexte de la COVID-19? Quel est l'intérêt de votre organisation, de votre province ou de votre territoire pour ces innovations? Sur quel plan la FCASS peut-elle travailler pour favoriser l'adoption d'une approche interprovinciale et interterritoriale de diffusion de ces innovations? Et quelles sont les possibilités de partenariat pour diffuser ces innovations afin d'améliorer les soins et le soutien communautaire liés à la démence? Par exemple, des appels privés ou de groupes avec les participants intéressés. À présent, je voudrais poser une question à Jim, pour voir ce qui lui tient à cœur quand il est question d'améliorer les soins et le soutien communautaire liés à la démence. Jim Laplante. Eh bien, je voudrais commencer par vous dire que nous vivons le mois de la maladie d'Alzheimer, le mois mondial de la maladie d'Alzheimer. C'est intéressant que cette discussion ait lieu pendant ce mois. Le mois de septembre, ce mois de septembre est le 9e mois de la maladie d'Alzheimer, pendant lequel les sociétés d'Alzheimer dans le monde entier font un effort pour étendre la portée de leurs initiatives et de sensibiliser le public sur l'impact de la maladie sur les personnes au sein de communautés diverses. Il s'agit d'éléments importants du travail auquel nous participons tous. Alors je voulais noter que les personnes au sein de la communauté aujourd'hui, surtout les personnes âgées, doivent relever le défi d'autogérer leurs soins de santé, et ce depuis 2 points de vue. Tout d'abord, vivre à domicile avec un accès variable aux proches et aux soutiens sociaux et personnels, et puis et aux soins de santé dans la communauté, et puis gérer leurs soins dans la réalité de la distanciation sociale, l'accroissement de la population âgée de plus de 60 ans et l'impact de la COVID-19 se conjuguent pour avoir un impact sur la demande de prestation d'un système de soins de santé moderne qui offre des soins de qualité, basés dans un contexte de proximité, ainsi que sur des approches comme la Mint Memory Clinic, soutenue par des services communautaires coordonnés. Il s'agit là d'un modèle de soins reconnu. En plus, la limitation des relations face à face continueront de croître l'importance des outils virtuels de navigation gratuitement pour l'utilisateur afin de soutenir la prise de décision relativement aux options de soins. Le service e-consult base représente un exemple important de mise en contact des aidants et des spécialistes de manière à obtenir des avis en temps utile et
empreint de compassion afin de faciliter la préparation des soins. La réaction à la pandémie nous a amené à insister davantage sur l'intégration de la prestation des services de santé et une sensibilité aux besoins des fournisseurs de soins et à la nécessité de soins pour les personnes qui les reçoivent. Nous allons évoquer deux services qui soulignent l'importance de l'utilisation d'une approche d'équipe intégrée soutenue par les principes et pratiques des soins axés sur le patient et la personne. Dans ce contexte, je vous demanderai de partager ce qui compte pour vous, ce qui vous tient à cœur lorsqu'il est question d'améliorer les soins et le soutien communautaire liés à la démence. Je vous demanderai également de saisir vos réponses pendant la présentation dans la boîte de dialogue en anglais ou en français, comme vous le souhaitez, afin d'alimenter la période de discussion à la fin des exposés. Jessica Fournier, merci Jim Laplante pour ces réflexions. À présent, je vais donner la parole à la Dr Linda Lee qui va présenter son modèle de Mint Memory Clinic. Dr Linda Lee, bonjour, ici Linda Lee. Comme je l'ai dit, je suis médecin de famille spécialisé en soins aux aînés à Kitchener, Ontario. J'apprécie beaucoup cette possibilité qui m'est donnée de partager avec vous des détails de notre innovation, la Mint Memory Clinic. Mint signifie multispécialité et interprofessionnel. Ce modèle a été mis au point par notre équipe en 2006. Il a été conçu pour prendre en charge les aspects les plus délicats des soins des personnes vivant avec la démence au niveau communautaire, en collaboration avec le médecin de famille de la personne affectée et les partenaires communautaires. Nous jouons le rôle de plaque tournante dans les soins primaires pour assurer une communication efficace et pour coordonner les services et les soutiens tout au long de la progression du patient. Il s'agit de soins empreints de compassion, continus, complets, disponibles dans un seul endroit à proximité du domicile. La pierre angulaire de ce modèle est constituée par une formation standardisée accréditée au plan pan-canadien pour tous les intervenants, médecins, travailleurs sociaux, membres du personnel infirmier, pharmaciens et d'autres. Depuis 2008, 114 Mint Memory Clinics ont été créés dans des milieux urbains et insuffisamment desservis dans la province. Près du 5e de la population de l'Ontario a accès à l'une de nos cliniques. Plusieurs de nos sites servent des cliniques, des communautés autochtones et de populations ethniquement diverses, y compris francophones, coréennes et sinophones. En Ontario, plus de 55 spécialistes soutiennent nos réseaux de Mint Memory Clinics et nous avons pris une initiative à l'échelle commerciale pour créer une triade dédiée de gériatres, de psychiatres gériatriques et de neurologues cognitifs pour soutenir chacune des 114 Mint Memory Clinics à l'aide de technologies virtuelles grâce à la consultation électronique. Nous avons travaillé avec la Dr Lydie et son groupe pour y parvenir. Cette relation de travail dédiée et proche entre les cliniques Mint et les spécialistes devrait encore accroître l'efficacité et les résultats de ce réseau collaboratif de soutien par les spécialistes. Les éléments fondamentaux de notre innovation comportent une formation interprofessionnelle standardisée pan-canadienne, une approche multidisciplinaire aux soins primaires avec communication en temps réel, une collaboration entre les spécialistes et le personnel de soins primaires avec un renvoi aux spécialistes des cas les plus complexes seulement, et enfin, des soins continus, exhaustifs et centrés sur la personne, individualisés et inclusifs des besoins des partenaires de soins. Les principes adaptables de notre innovation comportent la méthode d'intégration des spécialistes, que ce soit virtuel ou par téléphone ou en personne, ainsi que l'intégration de soutien communautaire à l'échelon local et régional qui dépendent des ressources disponibles. Notre programme a été mis au point avec l'apport des patients et des aidants. Je vous en donne un exemple. Tout récemment, nous devions mettre au point un processus pour aider les chercheurs cliniciens à recruter des participants dans nos cliniques Mint pour des études de recherche. Nous nous sommes demandé comment nous pouvions le faire de manière éthique, sensible et respectueuse des besoins et des préférences des personnes vivant avec la démence et de leurs partenaires de soins. Nous voici à l'automne dernier
Je suis en compagnie de plusieurs membres de l'équipe représentant les cliniques Mint de toute la province et des experts de premier plan en médecine gériatrique, en psychiatrie gériatrique et en neurologie cognitive qui soutiennent nos cliniques réunies à l'Institut ontarien du cerveau à Toronto. Mais surtout, nous sommes reliés par vidéoconférence à une réunion à Kitchener, il y a à 100 km de là, avec 13 membres du groupe de défense des personnes atteintes de démence de Waterloo-Wellington, patients et aidants. Ils ont inauguré notre réunion en partageant leur perspective sur la manière dont nos cliniques MIT devraient recruter des participants aux essais cliniques. Ils nous ont dit quelles informations fournir, ce que les patients veulent et ne veulent pas, ce qui nous a permis de créer une méthode réellement axée sur les patients pour le recrutement qui soit sensible et respectueuse des besoins et préférences des patients. Nous avons demandé aux patients ce qu'ils voulaient et ensuite nous nous sommes forcés de créer un processus pour répondre à ces besoins. Une fois mis au point, ce processus sera mis en place dans tous nos sites de clinique MINT. Les retombées pour le système de santé sont positives. En Ontario, les Mint Memory Clinics ont fait l'objet d'une évaluation indépendante commandée par le gouvernement provincial, selon laquelle, par comparaison aux soins habituels, les Mint Memory Clinics ont été associés à une réduction du nombre et de la durée des hospitalisations et des visites à l'urgence, un report de près de 6 mois de l'institutionnalisation et une réduction considérable de coûts pour le système de santé. Selon cette évaluation, les personnes qui reçoivent des soins dans nos cliniques MINT coûtent au système de santé moins de 40% que les personnes recevant des soins usuels. Cette évaluation a été commandée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, réalisée de façon indépendante et supervisée par Qualité de la Santé Ontario, y compris des données de niveau administratif très étendues, y compris de l'Institute for Clinical Evaluator Studies, et plus de 180 entrevues avec des parties prenantes. Leur évaluation a également confirmé les rapports précédemment publiés selon lesquels les taux d'aiguillage vers les spécialistes ont été réduits à 10% par rapport aux soins habituels. En réservant les aiguillages vers les spécialistes aux cas les plus complexes, grâce à un partenariat étroit avec nos spécialistes, ceci permettra d'accroître la capacité du système de santé afin de mieux répondre aux besoins de notre population vieillissante. La COVID-19 a fait ressortir soins pour les personnes vivant avec la démence dans la communauté. 80% des décès attribués à la COVID se trouvent dans les établissements de soins de longue durée et 80% des résidents des ESLD sont atteints de démence. Vivre dans la communauté, vivre dans leur foyer, hors de milieux encombrés, comme les foyers et les établissements de soins de longue durée sont les plus élevés. Voilà l'objectif pour les personnes atteintes de la démence. Comme l'évaluation provinciale le suggère, en retardant l'institutionnalisation, les Mint Memory Clinics peuvent contribuer à parvenir à cet objectif. Pendant la pandémie, notre équipe continue d'aider les patients et les aidants grâce à la distanciation sociale, des barrières en plexiglas et des contacts virtuels là où c'est approprié. Les patients et les aidants nous ont été très reconnaissants du soutien qu'ils ont reçu pendant cette période difficile. Nous estimons que 26 000 patients et au moins un nombre égal d'aidants ont reçu des soins de clinique MINT dans notre province aujourd'hui. Plusieurs études évaluatives ont démontré des niveaux très élevés de satisfaction des patients et des aidants à l'égard des services fournis dans les cliniques MINT partout dans la province, sans distinction de la taille de l'agglomération dans lesquelles habitent les patients, lesquels vont de grandes villes à des lieux très éloignés comme Temiskaming Shores. Je devrais vous dire que nous sommes un organisme à but non lucratif, que tous les services sont entièrement remboursés par l'assurance maladie provinciale. Ce modèle est prêt à être répandu à d'autres provinces. Avec des ressources et une infrastructure de soutien appropriée, nous pensons que l'accès égal à ce modèle de soins est disponible pour toutes les communautés partout au Canada. Compte tenu des données démontrant l'amélioration de l'expérience des patients et des aidants, amélioration des résultats pour les patients, amélioration de l'expérience des prestataires et une réduction du coût des soins, les cliniques MINT respectent le quadruple objectif. Nous avons travaillé avec un économiste de la santé à l'Université de Waterloo au niveau des modèles financiers. Selon nos travaux
préliminaire, cette initiative offre un haut rendement du capital investi. Et quelques nouvelles très intéressantes. Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées vient de décider d'investir dans les cliniques MIN, ce qui va nous permettre de répandre ce modèle à un premier site dans 2 provinces hors de l'Ontario à partir du printemps 2021. Nous sommes très reconnaissants pour ce soutien et pour celui de nombreuses autres organisations qui nous ont permis de diffuser notre modèle dans l'ensemble de la province. Merci de m'avoir donné la possibilité de faire part de notre travail. Je serai heureuse de répondre aux questions. Jessica Fournier, merci Dr. Lee pour cette excellente présentation. Nous allons à présent poser quelques questions à nos participants au sujet des Mint Memory Clinic. Souhaitez-vous participer à un appel avec la FCASS pour en savoir plus sur l'innovation Mint Memory Clinic? Avant ce webinaire, connaissiez-vous le modèle Mint Memory Clinic? Et veuillez indiquer votre accord, votre degré d'accord avec l'énoncé « J'en sais plus sur Mint Memory Clinic » avant de participer à ce webinaire. Donc, nous vous donnons quelques instants pour répondre à ces questions. Vous pouvez également, je vous invite à saisir les questions que vous souhaiteriez poser au sujet des Mint Memory Clinic dans la boîte de dialogue et nous allons y répondre après la présentation suivante pendant la période de discussion. Très bien, merci d'avoir répondu à ces questions. Nous allons maintenant revenir à la présentation. Je vais à présent donner la parole à la Dr. Lydie et à la Dr. Fung qui vont faire un exposé sur le service eConsult Base. Dr. Claire Lydie, merci et bonjour. Dr. Fung, je vais commencer et ensuite vous donner la parole lorsqu'il s'agira des données sur les soins de longue durée, si vous le voulez bien. Nous y voici donc. Donc, je vais parler du service eConsult, qui est un programme à présent mis à jour partout en Ontario et dans plusieurs autres provinces également. Ce programme a été créé par mon collègue le Dr. Kelly et moi-même en 2009. C'était une petite idée de recherche et d'innovation qui s'est développée depuis 10 ans, qui offre essentiellement un accès électronique. Je vais passer cela en revue en détail à plusieurs prestataires du service de santé. Certaines des données que je vous montrerai portent sur les résidents des établissements de soins de longue durée et beaucoup d'entre eux sont affectés par la démence ou sont des personnes vivantes avec la démence. Alors, concentrons-nous sur la nature du problème. À l'époque, c'était un proche aidant qui attendait un rendez-vous non urgent pour des soins du diabète avec un endocrinologue. Alors, je commence toujours par souligner les problèmes d'accès, parce que la raison pour laquelle nous avons créé eConsult, qui est un système très simple, une plateforme de communication très simple entre les fournisseurs de soins primaires et les spécialistes, il s'agit de tâcher de parvenir à un accès plus rapide au conseil de spécialistes en contournant les longues périodes d'attente. À l'époque, il y avait 6 à 9 mois d'attente pour un rendez-vous non urgent. Alors, si vous songez aux défis associés avec l'obtention de soins pour les personnes vivantes avec la démence, il y a de nombreux obstacles à l'accès aux soins d'un spécialiste. Nous avons travaillé avec nos patients partenaires et nos proches aidants depuis plusieurs années sur eConsult et leur rôle a été, nous pensons, couronné de succès. Nous voulons comprendre, grâce à ces visites face à face, l'environnement et à l'ère de la COVID-19, personne ne tient à avoir beaucoup à organiser des rendez-vous de spécialistes si ce n'est pas nécessaire, si les soins peuvent être prodigués d'une autre fois. Voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de eConsult. Bon, lorsque nous avons mis au point le système, c'est essentiellement un système de courriel. Il s'agit d'une façon très simple de faciliter la communication
au sujet du cas d'un patient, des difficultés posées par un cas avec un groupe de spécialistes. À présent, il y a un portail web qui assure que la protection des renseignements personnels est assurée, mais il s'agit, comme je l'ai dit, d'un système de communication très simple. Et c'est un système asynchrone. Plutôt que d'essayer de téléphoner, je le fais au besoin. Je n'essaye pas de programmer un horaire particulier. Voici donc une représentation très simple du médecin demandeur, lequel est, en l'occurrence, donc le médecin qui a pu envoyer une demande à un spécialiste, et j'en ai une liste de spécialités pertinentes pour les personnes vivant avec la démence. La réponse est donnée. Nous demandons au spécialiste de répondre à la question et de donner des conseils dans un délai d'une semaine. Et d'après nos résultats, la réponse intervient beaucoup plus rapidement que cela. Nous avons fait beaucoup de recherches depuis 10 ans et nous avons pu démontrer que ce système offre un accès plus rapide et il y a des améliorations intéressantes dans la coordination des soins parce que les conseils des spécialistes peuvent être appliqués par les fournisseurs de soins primaires, ce qui a contribué à renforcer les relations entre les médecins de soins primaires et les spécialistes. Cela est également une source de possibilités d'apprentissage et permet de développer les capacités de formation, et notamment conjointement pour les services, les fournisseurs de soins de santé primaire et les spécialistes. Alors la clé, c'est que c'est une conversation entre fournisseurs. Bon, je suis médecin de famille, vous venez me voir ou je vous rends visite à votre RPA ou à votre DSL. ESLD, alors vous avez un problème, un défi. Mettons que vous avez des difficultés au niveau des problèmes de mémoire, des difficultés au niveau des médicaments, au niveau des besoins des aidants. Et cela pourrait nous amener à avoir donc une discussion au lieu de devoir que le patient doit se rendre chez le spécialiste. Donc plutôt que d'aiguiller tout de suite le patient, ce qui peut prendre plusieurs mois, lorsque le cas n'est pas urgent, nous déclenchons une consultation électronique. Alors donc j'entre dans le système, je saisis les informations, je peux saisir des images, des vidéos, des informations sur le cas, tout ce qui paraît pertinent, je peux inclure ça dans votre question aussi. Et puis en général, dans un délai d'une semaine, je reçois la réponse, je reçois l'avis, le conseil du spécialiste. Typiquement, il s'agit d'une brochure que nous donnons aux patients et à leur famille. En général, donc, je communique avec vous dans un délai de 2 à 4 semaines. Alors, en général, c'est plus rapide, mais il s'agit d'établir des attentes. J'aurai une discussion avec vous au sujet du genre d'avis donné. Et si c'est approprié et toujours nécessaire, si un aiguillage face à face pour un rendez-vous face à face est nécessaire, j'en prendrai l'initiative. Mais bien souvent, les conseils que je reçois comme médecin de famille nous aident à prendre des mesures avec vous et cela me permet d'éviter une visite face à face ou bien je pourrais être aiguillé vers les spécialistes les plus appropriés. Donc vous pouvez imaginer pour les personnes qui vivent avec la démence, qui qui passent par les diverses phases du diagnostic, la docteur Lee parlait des cliniques Mint en Ontario. S'il y a des éléments qui doivent être approfondis, vous pourriez avoir accès à bon nombre des spécialistes par les services eConsult en Ontario. Et encore une fois, comme la docteur Lee, il s'agit d'un service que nous avons modélisé et créé et qui est actuellement donc financé par le ministère de la Santé en Ontario. Et c'est que dans plusieurs autres provinces. Je suis également chercheuse en santé. Nous avons reçu un certain nombre de subventions au niveau pan-canadien, dans le cadre desquelles nous avons travaillé avec plusieurs provinces. Voici un instantané. Je remarque qu'il y a déjà de la Saskatchewan, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse. En Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et Labrador et en Alberta, il existe un système de consultation électronique qui est disponible, financé, payé par votre ministère de la Santé selon diverses modalités. En Alberta, ça s'appelle e-Advice. En Ontario, c'est e-Consult. Dans les autres provinces également, e-Consult. Donc, si vous vous demandez
Bon, je me demande si les services de gériatrie ou services pour la personne vivante avec la démence sont disponibles. Eh bien, dans les provinces, oui, c'est financé à titre de programme provincial intégral et je serai heureuse de faire un suivi auprès de vous pour vous donner davantage de détails. Le Manitoba et le Québec sont en négociation. Le Québec est un peu plus avancé, mais ces deux provinces vont également mettre en œuvre le programme. Il est disponible dans plusieurs régions à l'heure actuelle de ces deux provinces à titre de projet pilote. Et au Québec, on envisage l'intégration avec le service d'aiguillage électronique. Au Manitoba, le système est disponible dans certaines régions, en partie toujours financé par des subventions de recherche. La Colombie-Britannique offre différents services selon la région et le financement est disponible. Et enfin, au Nunavut, il existe des services de consultation électronique et le gouvernement du Nunavut a établi un partenariat avec notre équipe à Ottawa. Alors donc, si vous avez d'autres questions spécifiques au sujet de votre région, je serai heureuse de faire un suivi. Alors voici un instantané de l'aspect du programme eConsult en Ontario qui est actuellement hébergé sur le réseau de télémédecine ontarien. Les spécialistes et médecins primaires peuvent avoir des comptes gratuitement. Les spécialistes qui participent au programme sont rémunérés lorsqu'ils donnent, par le ministère de la Santé lorsqu'ils donnent des avis. Voici un instantané des groupes de spécialités. Alors donc, ce qui est bien dans ce modèle, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'en tant que médecin de famille ou infirmière praticienne, que vous sachiez qui est le spécialiste en gériatrie ou comment vous pouvez accéder aux soins en clinique de mémoire, psychiatrie, gériatrique, etc. Donc tout est réparti en groupes de spécialités. Vous pouvez accéder à un groupe de spécialités. Dès que vous entamez une conversation, eh bien, vous avez la capacité de déterminer qui est le spécialiste. Dans toute la mesure du possible, en Ontario, nous avons créé des communautés de pratique locales. Si vous êtes dans la région de Linda, de la Dr. Lee à Waterloo, vous avez créé une consultation électronique en gériatrie, par exemple, vous allez recevoir des avis d'un spécialiste local. Dans la mesure du possible, nous essayons de le faire. Mais dans certaines régions, tout le monde n'y a pas accès, donc ce qui est bien dans un modèle comme celui-ci, qui est basé sur les spécialités, c'est qu'à l'échelle régionale ou provinciale, vous pouvez avoir un nombre limité de spécialistes qui acceptent de fournir l'accès à l'ensemble de la province, et c'est le cas en Ontario. Terre-Neuve et Labrador a également ce même modèle, et c'est très, très important pour les services spécialisés pour les personnes vivant avec la démence, car il y a très peu de fournisseurs de soins qui possèdent cette expertise. Alors, je vais à présent donner la parole à la Dr. Fung, qui va vous donner un instantané de nos données sur les soins de longue durée. Les chiffres en Ontario, bon, depuis un trimestre, nous avons eu 25 000 personnes qui ont bénéficié d'une e-consult dans plusieurs spécialités, et ces données mettent en lumière quelques-uns de nos résultats, ainsi que les résultats de sondage dans l'environnement de services de santé, ce qui montre le genre d'accès que l'on peut assurer pour les personnes vivantes avec la démence. Dr. Celeste Fung. Merci, Dr. Liddy. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à participer. Je crois que les données relatives aux soins de longue durée montrent à quel point ce service est utile. La valeur des approches communautaires en vue de permettre aux personnes de demeurer dans la communauté aussi longtemps que possible, compte tenu de leur degré de fragilité avancé, ceci demeure la clé. Mais la population de soins de longue durée reflète également les personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Il s'agit d'assurer un accès accru aux services de spécialistes. Cela peut être extrêmement utile pour permettre aux patients et à leurs proches d'être mieux informés relativement à la prise de décision en ce qui concerne les plans de traitement. Donc, il y a là deux graphiques. À la fin d'une consultation électronique, le fournisseur de soins est invité à répondre à un questionnaire obligatoire pour évaluer les avis reçus. Voici donc les données de nos fournisseurs de soins primaires qui ont déclaré qu'ils pratiquent surtout dans le domaine des soins de longue durée. Dans 41% des cas, le
professionnel peut confirmer le plan d'intervention qu'il avait en tête en demandant l'avis du spécialiste. Et dans plus de 50% des cas, ils reçoivent des conseils sur des interventions nouvelles ou supplémentaires. Il s'agit d'un chiffre incroyable qu'en l'absence de pouvoir, en l'absence de ces avis, le professionnel aurait peut-être suivi un plan d'intervention différent. Donc, avoir accès à ce genre de service, à ce genre d'avis en temps utile, c'est très très utile pour le point de vue des fournisseurs de soins primaires. Et puis, donc, l'évitement des aiguillages, 67%, dans ces 67% des cas, les personnes dans les soins de longue durée pour lesquelles il était envisagé un aiguillage, cet aiguillage aurait été évité en fonction des avis reçus dans la consultation électronique. Et puis, il y a certains cas où un aiguillage ne peut pas être évité. Le service de consultation électronique n'est pas conçu pour remplacer les consultations électroniques, mais peut fournir donc un début de triage pour certains services spécialisés, afin de permettre aux fournisseurs de soins de donner des indications avant de prendre l'initiative d'une consultation en personne. Dans 2% des cas, les aiguillages n'étaient pas envisagés, mais ont été demandés après la consultation. Donc il y a un élément de sécurité, d'innocuité dans certaines de ces questions. Cela peut signaler à un fournisseur de soins primaires une question qui exige un suivi plus approfondi de la part du spécialiste. Alors voici les avantages pour les patients et les partenaires de soins. L'accès aux services spécialisés, c'est particulièrement important dans les milieux ruraux, là où il n'y a pas nécessairement d'accès aux spécialistes dans un rayon raisonnable. Il s'agit non seulement de devoir envisager des voyages, le service de consultation électronique peut vous aider à vous y retrouver. Nos spécialistes sont invités à répondre en une semaine, le temps médian c'est une semaine, mais bien souvent les réponses sont données dans les 2 jours, parfois même le même jour. Il n'y a aucun coût pour les patients ni les fournisseurs de soins primaires. Le Dr Liddy a évoqué la sécurité de la plateforme et l'efficacité que procure la possibilité pour le fournisseur de soins primaires de fournir davantage d'informations afin d'éclairer l'avis qu'il recevra sur son plan d'intervention. Donc, il s'agit d'un service qui est très satisfaisant pour les fournisseurs de soins. Voici des rétroactions que nous avons reçues quand on envisage les soins des personnes vivant avec la démence dans la communauté ou dans les CLD. Il y a énormément de variabilité dans la présentation de la démence. Très souvent, cette variabilité exige une approche très spécifique à la personne en question, spécifique aux circonstances. Et l'avantage de la consultation électronique, c'est que nous pouvons poser des questions très spécifiques et recevoir une réponse spécifique. Ce qui est beaucoup plus utile, je crois, pour les fournisseurs, les patients et les aidants. Alors, je rends la parole à la Dr Liddy. Dr Claire Liddy. Oui, je vais conclure. Donc, comme je l'ai dit, il y a, tout comme la Dr Lee le disait, nous avons procédé à une évaluation en fonction du quadruple objectif, et voici un instantané de l'efficacité du programme dans les 4 objectifs, dans chacun des 4 objectifs. J'ai beaucoup plus de données à ce sujet, mais comme la Dr Fang l'a dit, pour les SLD, le plus important, c'est l'appréciation des familles, des patients quant à l'accès aux conseils, aux avis. Il ne s'agit pas de remplacer les visites face à face aux spécialistes, mais le fait de donner un avis de traitement et de permettre à votre médecin de famille ou infirmière praticienne de commencer, d'initier la consultation. Alors, la Dr Fang en a parlé, mais ce qu'il y a de plus important par rapport à ce que nous avons fait plus récemment, nous pensions que c'était trop complexe. Ce genre de questions de cas était trop, ce genre de recommandations serait trop complexe pour ce genre de communication. Et nous avons démontré qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et en particulier, à cette époque de COVID-19, c'est encore plus valorisé. Et encore une fois, parce que les conseils sont dispensés rapidement
de manière excellente pour une région rurale, ce qui nous épargne énormément de déplacements. Il y a beaucoup d'outils disponibles, j'en signale 2 ou 3. Si vous voulez des fiches d'enseignement, des foires aux questions, nous avons créé des infographies. Le tout est disponible pour votre consultation sur notre site web. On nous pose des questions sur la responsabilité civile. La PMC est à nos côtés depuis le début et c'est indiqué dans le pamphlet destiné aux patients. Donc il y a beaucoup d'informations quant au fonctionnement du modèle. Ce modèle peut être mis en œuvre et l'a été sur toutes sortes de plateformes technologiques allant des dossiers de santé électronique en Alberta et au Nouveau-Brunswick. Terre-Neuve a également suivi ce modèle pour créer une plateforme web autonome que nous utilisons en Ontario. Au Manitoba et au Québec, le modèle sera intégré dans la plateforme de recommandation électronique, d'aiguillage électronique. La Colombie-Britannique a des applis mobiles intéressantes qui sont fort intéressantes et l'Alberta a établi donc des liens avec l'accès rapide à l'expertise de consultation. Il s'agit du service de consultation téléphonique. Donc encore une fois, je serai heureuse de répondre à vos questions. Et nous avons encore une fois beaucoup d'informations et je serai heureuse de vous partager l'information dont vous auriez besoin. Alors, on nous demande si vous avez déjà eConsult. Est-ce que ce service proposerait des ressources qui seraient utiles pour les personnes vivantes avec la démence? Et je vous encouragerais à les leur proposer donc de se procurer ces ressources. De Jessica Fournier. Très bien. Alors, merci pour cette présentation. Nous allons maintenant vous poser une question de sondage. Souhaitez-vous participer à un appel avec la SCSS pour en savoir plus sur l'innovation de services de consultation électronique BASE de Champlain? Avant ce webinaire, connaissiez-vous le modèle de service de consultation électronique BASE de Champlain? J'en sais plus sur le service de consultation électronique BASE de Champlain qu'avant de participer à ce webinaire. Nous allons vous donner donc, les questions dans la boîte de dialogue seront affichées dans les 2 langues officielles. Je vois que des questions nous sont parvenues et nous allons y répondre pendant la phase de questions-réponses. Si nous ne répondons pas à votre question pendant ce webinaire, nous allons faire un suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vous envoyant un sommaire du webinaire qui comportera toutes les questions et les réponses à celles-ci. Merci d'avoir répondu au sondage. À présent, je vais donner la parole à Jim Laplante, qui va faire quelques réflexions sur ce qu'il a entendu aujourd'hui. Et je vais peut-être lui poser la question, Jim, quelles possibilités, selon vous, existe-t-il pour collaborer dans la mise en œuvre de la stratégie pan-canadienne en matière de démence? Jim Laplante, une question très générale, mais je voudrais commencer par passer quelques moments à commenter l'expérience que ma femme et moi avons eue à l'égard de nos mères respectives. Même si cela commence à faire longtemps, nous n'avons pas oublié l'impact que leur lutte contre la maladie d'Alzheimer et la démence ont eu sur elles et sur nous. À l'époque, nous avons plutôt consacré beaucoup de temps et obtenu beaucoup de soutien au niveau de l'évaluation de leurs soins. La démence vasculaire dans le cas de ma belle-mère et l'Alzheimer dans le cadre de ma mère. Mais une fois que nous avons eu achevé la phase d'évaluation, selon nos souvenirs, nous avons en général été laissés pour compte. Il nous a incombé de rechercher un soutien pour nos 2 mères alors qu'elles évoluaient dans le système de soins de santé. Donc, ce que je constate qui est intéressant, c'est que la COVID-19 et la vague de COVID-19, la vague de maladies,
m'amène et ma femme et nous amène, moi et ma femme, à prendre conscience de façon plus aiguë de l'impact de cette maladie sur deux choses. Bon, tout d'abord à cause de l'isolement social à domicile et deuxièmement à cause de toute la question de la séparation. Il s'agit d'une population vieillissante qui doit gérer non seulement une évaluation, mais aussi un soutien, comme je l'ai dit au début. Alors donc, ce que j'ai appris, d'après de ces deux exposés, c'est qu'à cause de la sensibilisation à la COVID-19 et de l'impact de celle-ci, le modèle MINT, l'initiative MINT et l'initiative eConsult offrent, si vous voulez, le soutien que nous n'avons jamais obtenu dans le passé, et ce, depuis deux points de vue. Tout d'abord, au plan du soutien aux patients ou aux personnes aidantes dans la communauté, c'est des approches en équipe intégrée, et deuxièmement, ces modèles répondent à l'éloignement des soins présentiels en faveur des soins virtuels. Donc ce que j'ai retenu des deux exposés, c'est l'importance de la sensibilisation à ce qui se produit. Les personnes dans l'avenir n'auront pas à gérer les problèmes que nous avons dû gérer il y a plus de 6 ans. C'est-à-dire, à partir d'informations issues de l'évaluation, entamer un long périple à la recherche de soutien. Donc ces deux exemples d'initiatives, je pense, peuvent nous donner beaucoup d'espoir, car il existe des approches variées et nombreuses pour fournir un soutien aux personnes atteintes d'Alzheimer et de démence alors que nous abordons la prochaine vague de COVID-19. Voici ce que j'ai retenu des exposés d'aujourd'hui et je continue d'apprendre des travaux que je fais avec la FCASS. Jessica Fournier, merci pour ces réflexions, Jim Laplante. Alors, beaucoup de questions nous sont arrivées sur la boîte de dialogue. Je vais commencer à les poser à nos conférencières. Une question, est-ce que l'évaluation de MINT est disponible publiquement? Merci, Dr. Lee, d'avoir partagé le lien avec l'évaluation dans la boîte de dialogue. Une autre question, il est question dans la présentation de programmes de formation pour les membres des équipes MINT. La Dr. Lee a déclaré dans la boîte de dialogue que le programme de formation MINT Memory Clinic comporte 3 journées de formation en atelier et 2 jours de mentorat sur place conçus pour aider les sites à établir des cliniques interprofessionnelles pleinement actives. Il est important que tous les aspects du programme soient inclus dans la formation, selon l'expérience de la Dr. Lee. Donc, une question pour vous, Dr. Lee. Qui détermine l'emplacement, l'implantation des cliniques MINT et également, est-ce que l'accès aux cliniques MINT est limité aux membres des équipes de santé familiale? Dr. Linda Lee, excellente question. L'implantation a été déterminée sur la mesure dans laquelle les équipes sont disposées à créer une clinique et à la financer. Nous vivons d'une subvention à l'autre à titre d'organisme à but non lucratif et partout où nous pouvons trouver un financement, c'est là que nous offrons la formation. Donc c'est basé dans une certaine mesure sur ces critères et lorsque nous avons une région où nous pouvons assurer la formation, nous nous efforçons de faire participer des personnes au sein du réseau qui connaissent le mieux leur communauté locale, qui savent où ce modèle est le plus nécessaire. Par exemple, dans certaines des parties du nord de la province, nous faisons participer les programmes locaux de soins gériatriques et les RLIS afin de déterminer où les cliniques sont le plus nécessaires. C'est en fonction de la disponibilité, de l'intérêt. Donc c'est une combinaison de l'intérêt à la mise en œuvre, d'égard de la mise en œuvre de cette initiative et de subvention à sa mise en œuvre. Quant aux équipes de santé familiale, non, absolument pas. Ces cliniques ont été créées dans tous les modèles de pratique de soins de santé familiale, équipes de santé familiale, organisations de santé familiale, et il existe plusieurs cliniques qui sont d'envergure régionale, qui sont offertes à l'ensemble de la communauté. Il en existe plusieurs. Donc, ce n'est pas limité à un modèle de pratique en particulier.
Jessica Fournier, merci beaucoup pour cette réponse, Dr. Lee. Une question pour la Dr. Lydie. Si un territoire souhaitait établir un programme e-consult dans le cadre de soins de la démence, comment entamer cette question? Est-ce que l'obstacle de la langue pourrait représenter une difficulté? Dr. Claire le dit, bon, certains territoires sont déjà pour parler. Le Nunavut a déjà établi un projet. Donc, encore une fois, s'il y a d'autres territoires, moi je pourrais en parler au niveau de ce qui se produit déjà là-bas. Par exemple, dans les territoires du Nord-Ouest, il existe un dossier de santé électronique et les territoires ont la capacité de réaliser des consultations électroniques. Quant à la langue, je ne sais pas au juste, le système de consultation électronique à l'heure actuelle est basé en anglais. Nous offrons des services de langue française. Pour d'autres langues, il se pourrait qu'il y ait un spécialiste qui a la capacité de répondre dans cette langue. Encore une fois, c'est entre les fournisseurs qui se consultent. Donc, ce serait donc, il s'agirait de prolonger cette discussion au niveau du fournisseur de soins primaires et de la famille. Et il pourrait être, donc, on pourrait utiliser les services d'interprète au besoin. La technologie n'est pas pertinente en ce sens que le système, la capacité de mettre en œuvre la consultation électronique est basée sur un réseau sécurisé privé qui permet de transférer des informations sécurisées au sujet des patients. Puisqu'il ne s'agit pas d'un réseau synchrone et qui ne dépend pas de la vidéo, les capacités et la largeur de bande, la bande passante, ne sont pas très considérables puisque ça ne se produit pas en temps réel. Jessica Fournier, merci Dr. Lydie. Bon, Dr. Lee, comment avez-vous mesuré les admissions réduites ou retardées ou différées? Dr. Lee, c'est pourquoi j'ai affiché le lien avec l'évaluation proprement dite. Je n'ai pas participé à la réalisation de l'évaluation qui était totalement indépendante de moi, réalisée par des tiers sur la commande du ministère. Donc vous pouvez lire ce rapport très long où la méthodologie est décrite. Jessica Fournier, merci Dr. Lee. Une question qui est posée à la Dr. Lydie, comment les avis des spécialistes sont intégrés dans les dossiers pour la légale? Ces avis sont ajoutés par le fournisseur de soins primaires dans certains systèmes, c'est manuel ou automatiquement intégrés. Merci, Dr. Lydie. Pour la Dr. Lee, est-ce que vous étudiez tous les aspects de la santé des patients, social, émotionnel? Dr. Linda Lee, oui, c'est notre objectif. En fait, je lis certains des messages dans la boîte de dialogue, c'est difficile de suivre le mouvement. Il y a un accent qui est mis sur l'aspect des soins pour les patients et les partenaires familiaux de soins. Nous reconnaissons qu'après un diagnostic précis en temps utile, c'est une question de soins. Comment aider les personnes à vivre avec cette affection aussi longtemps que possible dans la communauté, avec la meilleure qualité de vie possible? Et ceci exige que l'on se concentre sur les soins des patients et les soins des partenaires de soins. Donc, dans chaque visite, il y a au moins 2 personnes. Les partenaires de soins ont la possibilité de parler à notre équipe, nos travailleurs sociaux, en privé. À chaque visite, ce sont des soins en équipe pour les patients et leurs proches. Il s'agit d'un élément qui incorpore les préférences et les valeurs, d'un système qui incorpore les préférences et les valeurs de chacun à chaque étape. Ce sont des soins continus d'une équipe qui a su inspirer la confiance et qui possède l'expertise pour répondre à tous les besoins. Il s'agit, toutes les situations, il s'agit d'aider les patients et leurs aidants à profiter d'une bonne qualité de vie. On parle de Pieces, oui, c'est un élément intégral de la formation qui est incorporé dans notre programme. Ah oui, une question au sujet des psychologues. 3 sites ont des psychologues intégrés dans leurs équipes. L'effectif de chaque équipe est à géométrie variable.
Cela dépend de la disponibilité et des ressources disponibles. Cela dépend des membres des équipes qui sont disponibles. Dans bien des cas, il s'agit de ressources issues de la communauté ainsi que des sites de soins primaires. Cela varie. Chaque site dans la province est un peu différent. Certains des sites bénéficient de psychologues financés par le biais de l'organisation de soins primaires. D'autres ont des psychologues qui sont financés par l'hôpital qui a participé à notre modèle. Jessica Fournier, merci beaucoup. Lina, il nous reste 5 minutes dans notre webinaire. Alors donc, la période de questions doit prendre fin, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons nous assurer de prendre note de toutes les questions que vous avez saisies dans la boîte de dialogue et de fournir les réponses dans le sommaire que nous allons vous envoyer après le webinaire. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui et qui ont répondu aux questions. Je voulais saisir l'occasion de vous parler d'un programme qui pourrait vous intéresser. Pour contribuer à soutenir le système des ESLD et des RPA pour partager rapidement les leçons apprises et renforcer la préparation à la pandémie, la FCASS et l'Institut canadien de sécurité des patients ont lancé le programme SLD plus et pandémie à apprendre ensemble. Ce programme est destiné aux équipes fournissant des soins de santé à des adultes âgés dans des milieux collectifs. L'inscription est ouverte. Les équipes participantes peuvent avoir accès à des discussions nationales, à un encadrement individuel et à un financement initial. Alors je vais ouvrir, je vais afficher les liens dans la boîte de dialogue. Je remercie la Dr Lee, la Dr Lydie et la Dr Fong pour leur présentation, ainsi que Jim pour ses réflexions et ses commentaires. Merci à nos productrices, aux téléphonistes, aux interprètes pour leurs efforts dans la réalisation de ce webinaire. Enfin, merci à vous tous d'être des nôtres.